Clannad est une œuvre magnifique. Créée par le célèbre Jun Maeda, il s'agit là, je pense, de son histoire la plus aboutie, amenant le spectateur à être témoin d'événements tous plus tragiques les uns que les autres. Et pourtant, de toutes les scènes qui m'ont le plus marqué, et Dieu sait qu'il y en a, il ne s'agit pas de celle-ci, ni de celle-ci, que je retiens le plus. Non, si je devais en retenir une, il s'agirait plutôt d'une scène à la fois plus positive et en même temps déchirante. Une scène ayant une charge émotionnelle immense. Yo les gens, c'est Thomas, et aujourd'hui, je voudrais vous parler des retrouvailles entre Tomoya et Ushio. Né le 3 janvier 1975, Maeda participera à la création du studio Kei le 21 janvier 1998, studio focalisé sur la création de visual novels. Pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, il s'agit d'un style de roman interactif sur ordinateur très populaire au Japon. Il arrive que le joueur ne voit pas le personnage qu'il incarne. L'interface est représentée par des décors et personnages plus ou moins fixes, et l'histoire est racontée via des dialogues et une narration affichée dans une boîte au bas de l'écran. Il arrive également que le joueur ait à faire des choix, ayant un impact plus ou moins important sur l'histoire. Si vous voulez des exemples plus connus par chez nous, il y a les jeux Doki Doki Literature Club, Higurashi, ou encore Fate Stay Night, ces deux derniers ayant été adaptés en animé. Maeda s'est fait un nom en créant en particulier ses trois premiers VN, Kanon en 99, R en 2000 et, bien entendu, Clannad en 2004. Bon, le jeu aurait dû sortir en 2002 et a subi beaucoup de retard. Alors, il est amusant de noter que si Kanon et R étaient des jeux pour adultes ayant eu droit plus tard à une version tout public, Clannad est le premier VN du studio à ne pas être pour adultes de base, bien qu'il existe un spin-off pour adultes. Ces VN seront tous des succès, et seront adaptés avec tout autant de succès par le légendaire studio Kyoto Animation. Clannad est un jeu découpé en deux parties. Une partie nommée School Life, narrant les péripéties de Tomoya Okozaki durant ses études et sa rencontre avec Nagisa Furukawa, puis la seconde, After Story, qui raconte sa vie d'adulte mariée avec cette même Nagisa. Mais qu'en est-il de ce titre, me demanderez-vous ? Eh bien, sachez qu'il s'agit en réalité d'un fail. En fait, Maeda croyait que le mot Clannad, nom d'un groupe de musique traditionnelle irlandais, signifiait famille ou clan, ce qui correspondait à plusieurs des thèmes de son histoire. Mais en réalité, il s'agit de l'abréviation de Clan as Dobar, soit clan de Dor dans la langue de Molière. Clannad Arc 1 sera adapté de 2007 à 2008, et l'arc After Story, qui nous intéresse plus particulièrement dans cette vidéo, de 2008 à 2009. Maeda restera proche de son œuvre, puisqu'il se chargera de créer l'OST et l'ending de l'anime. En ce qui concerne la réalisation des deux saisons, on retrouve Ishihara Tatsuya. Il s'agit là d'un habitué, car il a également réalisé R en 2005 et Kanon en 2006, mais se fera surtout connaître pour avoir réalisé La Mélancolie de Haruhi Suzumiya, également en 2006. Bon, et avec tout ça, je n'ai toujours pas dit de quoi parle Clannad, donc voici de quoi ça parle. Tomoya est un jeune un peu délinquant sur les bords, et ça se voit, il est assis au fond de la classe contre la fenêtre. Un beau jour, alors qu'il se rendait au lycée, il va faire la rencontre d'une jeune fille répondant au nom de Nagisa. Cette dernière tombe souvent malade, ce qui lui fait régulièrement louper les cours. Elle a cependant un souhait, rouvrir le club de théâtre. Tomoya, qui a tout de même bon fond, va s'efforcer de l'aider à remplir son but tout du long de l'année scolaire. Ce faisant, ils vont faire la rencontre d'autres filles, ayant elles aussi des problèmes,
et ils vont tout faire pour les aider, agrandissant par la même occasion leur cercle d'amis. En parallèle, Tomoya a des problèmes avec son paternel qui est un alcoolique. Il lui reproche de le délaisser et d'être un très mauvais père. Gardez bien cette info en tête, ce sera important pour plus tard. En ce qui concerne la saison 2, After Story, Tomoya et Nagisa, qui sont bien entendu tombés amoureux, partent vivre ensemble leur vie de jeunes adultes. Tout allait bien dans leur vie et Nagisa finit par tomber enceinte. C'est alors que tout dérape. Sa maladie la rattrape et, un soir d'hiver, Nagisa meurt chez elle face à ses parents en donnant naissance à leur fille, Ushio. Rongé par le deuil, Tomoya abandonne Ushio à ses beaux-parents pendant 5 longues et douloureuses années. Ushio. Après tout ce temps, les grands-parents d'Ushio veulent la réunir à tout prix avec son père. Pour ce faire, ils organisent un voyage uniquement entre ces deux-là, sans oublier de prétendre y participer pour que Tomoya ne refuse pas. Au début du voyage, Tomoya s'énerve sur un enfant qui criait, ce qui effraie Ushio qui part pleurer dans les toilettes. Quand elle en sort, elle apprend à son père que Sanae, sa grand-mère, lui a dit qu'elle ne pouvait pleurer que dans les toilettes. Au milieu de ce voyage, Tomoya achète un robot à Ushio, ce qui la rend particulièrement heureuse. Bon alors, je sais que tout ce que je viens de dire peut sembler anecdotique, mais je vous assure que c'est important pour plus tard. Pour le reste du trajet et même à l'hôtel, Tomoya continuera de se comporter froidement envers sa fille. Le lendemain, ils partent visiter les environs et arrivent face à un champ de fleurs jaunes. Émerveillé, Ushio part jouer dans ce champ et Tomoya s'endort alors qu'il la surveillait. C'est vraiment le pire des pères. À son réveil, il se rend compte qu'Ushio a perdu par mégarde son robot et entreprend de l'aider à le chercher pendant un moment. Il finit par s'éloigner un instant, laissant la petite chercher son jouet, car il lui semble reconnaître l'endroit. Non mais sois pas con, on ne laisse pas une gamine de 5 ans, seule, sans surveillance. Il rencontre alors une vieille femme qui lui parle un peu de quand il était petit, lui faisant comprendre pourquoi l'endroit lui paraissait si familier. Il avait vécu dans les environs, et cette femme est sa grand-mère. Son père avait tout fait pour lui, mais a sombré dans la dépression à cause de problèmes que le jeune Tomoya ne comprenait pas. Il se rend alors compte que, en plus d'avoir été terriblement ingrat envers son père, il s'est comporté exactement comme il le lui a reproché envers sa fille. Bien, maintenant que je vous ai donné le contexte, on va pouvoir parler plus précisément de la scène en question qui se déroule dans l'épisode 18. Je préfère d'abord vous la décrire sans rentrer dans l'analyse pour que vous ayez un minimum les éléments en tête. Quand Tomoya revient voir Ushio, accompagné de sa grand-mère, l'enfant est toujours dans le champ de fleurs à la recherche de son jouet. Tomoya la rejoint et, se remémorant son père, tente de se rapprocher d'elle en la réconfortant. Ushio lui fait comprendre à quel point ce robot en particulier lui était cher, ce qui marque très fort Tomoya. Ce dernier lui propose donc de revenir vivre avec lui, en lui promettant de se racheter pour les 5 années passées, ce qu'Ushio accepte à sa grande joie. C'est à ce moment qu'elle lui révèle quelque chose. Sanae lui avait permis de pleurer à un autre endroit que dans les toilettes. Sanae-sanが言ってた。泣いていいのはおトイレかパパの胸の中だって。Tomoya accepte immédiatement de la prendre dans ses bras et les deux fondent en larmes à cause des cicatrices laissées par le temps perdu. Après un fondu au noir, nous les retrouvons dans le train du retour où Tomoya accepte finalement de parler de Nagisa à sa fille. Malheureusement, ses souvenirs lui font bien plus de mal que prévu et fond à nouveau en larmes en se remémorant sa défunte femme. Ushio, elle aussi en larmes, le fait revenir à la réalité, ce qui lui redonne courage, lui permettant de reprendre sa narration tout en s'imaginant face à Nagisa, en tenant la main de leur fille, lui déclarant qu'il a trouvé la seule chose que lui seul peut protéger. Cette scène m'a tellement fait pleurer que je l'ai revue un nombre incalculable de fois pour en comprendre l'essence. Voici donc ce que j'ai trouvé. Pour retranscrire au mieux les émotions qui constituent le cœur de cette séquence,
il fallait une réalisation aux petits oignons, ce qu'a accompli à la perfection la réalisatrice de cet épisode, Noriko Takao, qui en a aussi fait le storyboard. Takao est une habituée du studio KyoAni et des adaptations des VN de Maeda, car elle avait déjà travaillé sur Air, Kanon et Full Metal Panic saison 2. Disséquons donc son travail. Pour commencer, parlons un peu de la grand-mère de Tomoya, parce que bon, c'est pas la partie la plus intéressante de l'analyse. Bien que cette dernière assiste aux excuses de Tomoya, on ne la revoit pas de toute la scène, soulignant que ce moment n'est partagé qu'entre deux, un moment parfaitement intime. Le seul moment où on la revoit brièvement est quand Ushio accepte de venir vivre chez son père, comme pour indiquer qu'elle a permis à Tomoya d'obtenir la rédemption. À présent, reprenons la séquence dans l'ordre des événements, au moment où Tomoya rejoint sa fille. Dans un premier temps, ce dernier reste debout avant de s'accroupir face à elle. Il s'agit là de son premier pas pour se rapprocher d'Ushio, se mettre physiquement à sa taille pour ne pas paraître trop impressionnant. Il est à noter qu'il s'accroupit après avoir eu un flashback de son père, indiquant que c'est à ce moment précis qu'il était le plus résolu à se racheter et à devenir un homme meilleur, un père meilleur. La conversation qui s'ensuit, portant sur le fameux robot, montre encore une fois que, même s'il veut se rapprocher d'elle, il ne la comprend pas encore tout à fait. Vous vous souvenez ? Le fait qu'il ne saisisse pas l'importance de ce robot pour elle. Ushio, あのロボットな、見つからないかもしれない。仕方ないんだ。だから、また新しいの買おう。な。Par ailleurs, le regard d'Ushio en dit long. Quand son père s'accroupit, elle le regarde dans les yeux, mais quand elle se rend compte qu'il ne comprend pas ses sentiments, elle les baisse immédiatement, le quittant du regard, marquant un nouveau fossé entre deux, plus symbolique cette fois. C'est au moment où elle explique son attachement pour le jouet. 選んでくれて買ってくれたものだから。え？初めてパパが。Où elle dit le mot papa, plus précisément, qu'elle le regarde à nouveau dans les yeux, indiquant qu'elle tente de lui faire passer ses émotions et de marquer une forme de confiance. Pour rester sur les jeux de regard, Tomoya, réalisant son erreur, fuit à son tour le regard de sa fille, honteux. Ce sentiment le fait se comporter humblement par la suite, lui demandant l'autorisation de rester ensemble. Ushio, 俺、そばにいていいかな? La relation parent-enfant est ainsi inversée, Tomoya étant dominée par sa fille, marquée visuellement par le fait qu'Ushio soit rendue plus grande que lui. Ce n'est qu'à partir du moment où il lui demande l'autorisation de rester ensemble qu'il ose reprendre le contact visuel avec elle, lui montrant de façon tacite qu'elle peut désormais avoir confiance en lui pour se comporter en véritable père. C'est alors qu'Ushio lui dévoile son ultime secret, ce qui, vous en conviendrez, est une marque de confiance forte. Jusqu'à présent, Tomoya et le spectateur croyaient que ses grands-parents lui avaient dit qu'elle ne pouvait pleurer qu'à un endroit, à savoir les toilettes. Mais en vrai, il y avait un autre endroit, les bras de son père. 早苗さんが言ってた。Nous assistons alors à une scène purement métaphorique. Nous voyons Tomoya, le regard brumeux, qui se tient au milieu d'une pièce. L'endroit où il se trouve est la maison de son père, symbolisant qu'il s'est comporté de la même façon que lui. Il tourne alors la tête et trouve dans les WC Ushio en train de pleurer. Notez comment l'endroit semble isolé du monde, encore plus que le champ de fleurs. Cette scène a pour objectif d'insister sur l'intimisme de la séquence, tout en nous montrant la psyché des personnages, des êtres isolés du monde, mais surtout isolés l'un de l'autre. Ce moment marque la crevure définitive de l'abcès, car c'est là que Tomoya embrassera pour la première fois son rôle de père. Ushio se jette dans ses bras, tandis qu'ils se mettent tous les deux à pleurer, Tomoya se répandant en excuses. Cet acte brise le rapport de force entre les deux protagonistes qui se soutiennent mutuellement. C'est également montré visuellement, les deux personnages faisant la même taille,
plus personne ne domine. Et je dois à tout prix m'arrêter sur ce plan. On voit encore Tomoya et Ushio se tenant dans les bras, mais leur placement dans le plan est assez singulier. C'est donc l'occasion pour moi de vous parler de composition de cadre et de la règle des tiers. Quand on compose un plan, on peut les découper en 9 parties égales, à l'aide de 4 lignes appelées lignes de force. Ces dernières se croisent en 4 points appelés en toute logique points de force. Ces lignes correspondent aux lignes qu'utilise naturellement l'œil quand il observe une image. On les utilise souvent pour créer des images plus esthétiques en plaçant le sujet non pas au centre mais sur une ligne de force. Revenons-en à notre épisode et observez la composition en appliquant la règle des tiers. Voilà. Les personnages sont positionnés dans la partie inférieure droite, la tête sur une ligne de force horizontale, mais à côté d'une ligne verticale. Le sol n'atteint pas la ligne horizontale supérieure et le soleil trône dans le cadre supérieur central. Rien n'est symétrique, les personnages ne sont pas contrebalancés par quoi que ce soit dans le cadre inférieur gauche ou supérieur d'ailleurs, et rien ne vient s'opposer aux montagnes ou au soleil dans le tiers inférieur. Je disais plutôt que les plans étaient choisis de sorte à isoler les personnages pour créer un sentiment de solitude, mais c'est clairement là qu'on le ressent le plus. Les personnages sont seuls au monde, comme écrasés dans le plan, totalement décentrés, passant presque inaperçus à cause de la lumière solaire, marquant encore plus la solitude et le mal-être qu'ils ont ressenti pendant ces 5 ans. Le fait qu'ils se tiennent chacun dans les bras les unit physiquement pour de bon, ne formant plus qu'un seul être en un sens. De façon plus métaphorique, on peut également parler du soleil présent dans toute la séquence mais particulièrement visible dans cette scène-là. J'y vois 2 raisons à ce choix de mise en scène. La première est que le soleil est souvent un symbole de joie mais aussi d'espoir. L'espoir que l'avenir devienne radieux, notre étoile agissant comme un ange gardien sur les personnages. L'autre raison est plus centrée sur le fait que l'astre de lumière se couche. Un jour prend fin, tout comme une ère, celle où Tomoya, rongé par le deuil, négligeait sa fille au plus haut point. C'est ainsi qu'après un fondu au noir, nous passons à la séquence dans le train. Nous les retrouvons assis face à face, regardant tous les deux le coucher de soleil. Notez à nouveau la composition du cadre, chacun des personnages sur la ligne de force verticale opposée, créant cette fois une symétrie harmonieuse avec le soleil dans l'air central à mi-hauteur entre eux. Le fait qu'ils regardent le même point, le soleil, indique qu'ils ont le même objectif, qu'ils sont prêts à avancer ensemble. Mais s'ils sont face à face, c'est parce qu'il y a encore quelque chose qui les sépare. Ushio a toujours voulu en savoir plus sur sa mère, Nagisa. Tomoya décide donc enfin de prendre sur lui, pour sa fille, et de lui en parler. Na, Ushio. Mama no hanashi kikitai ka? Yoshi. Ja, kotchi koi. Ushio va donc s'asseoir à côté de son père, supprimant ainsi le peu de distance qui les séparait encore. La narration de Tomoya nous est illustrée par des environnements où il a vécu avec Nagisa, mais vidés de toute vie. Ces flashs m'ont toujours intrigué par leur capacité à me rendre triste, mélancolique et vide, et j'ai mis longtemps à mettre le doigt sur ce qui me tracassait. En fait, ces sentiments ne viennent pas du fait qu'il n'y ait personne dans ces décors, mais bien parce que Nagisa elle-même en est absente. J'y vois là une façon d'illustrer le fait que Nagisa représentait tout le monde de Tomoya, et qu'en son absence, même des lieux normalement bondés comme un lycée lui apparaissent vides. Tous ces souvenirs finissent par peser sur Tomoya, qui craque et fond à nouveau en larmes, enchaînant une série de flashbacks. Et cette fois, bien entendu, contrairement aux précédents flashbacks, Nagisa apparaît seule ou uniquement accompagnée de Tomoya, renforçant l'idée qu'elle était tout son monde. Ushio, elle aussi en pleurs, vient le sortir de ce moment de faiblesse, montrant que désormais ils se soutiennent mutuellement. En ce qui concerne la fin de la séquence, et de l'épisode d'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait grand chose d'intéressant à dire, en tout cas rien qui n'ait pas déjà été dit. La famille est symboliquement réunie et ben voilà quoi. Parlons à présent de couleurs. Dans le cinéma, la couleur a souvent une portée symbolique et joue un rôle sur les émotions que le spectateur est censé ressentir. Par exemple, le rouge peut symboliser la colère et la tension, ou apporter une atmosphère apocalyptique.
Dans notre cas, la scène est plongée dans une teinte jaune. Cette teinte possède une raison d'être intradiégétique, c'est-à-dire dans l'univers de l'œuvre. La scène a lieu dans un champ de fleurs jaunes pendant un coucher de soleil. Cela permet d'obtenir une dominante de manière logique, tout en gardant la portée symbolique de la couleur. Le jaune peut symboliser l'opulence, mais aussi et surtout, en ce qui nous concerne, la joie et la chaleur. Mais ce n'est pas un simple jaune que nous avons là, non. Toute la séquence est plongée dans une lumière tirant vers l'orange, voire le rouge. Pour moi, ce choix est là pour symboliser que ce moment de bonheur est construit sur de la souffrance, car un jaune assombri peut se rapporter au passé. Par ailleurs, l'orange est une couleur plus souvent optimiste, signe de l'espoir que placent les personnages dans l'avenir. Ces couleurs s'opposent à celles de la courte séquence métaphorique. Celle-ci est plongée dans une lumière bleue sombre pour accompagner la tristesse et la mélancolie que ressentent les personnages, en particulier Ushio dans ses toilettes. Enfin, parlons un peu musique. Bon, je dois vous avouer que je ne m'y connais pas trop dans ce domaine, mais je vais tout de même essayer d'apporter une petite analyse, même sommaire. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que, musicalement parlant, la séquence se découpe en deux temps. Une première partie sans musique et avec peu de bruit de fond, puis, après qu'ils aient parlé du robot, une seconde partie avec un accompagnement musical. Le temps de silence est particulièrement intéressant, car on parle peu de ces moments quand on parle de BO. Par exemple, Joe Hisaishi, compositeur des films de Miyazaki, laisse souvent des moments sans musique dans ses films, car lui et le réalisateur estiment que ces moments ont autant d'importance que la musique elle-même. Le silence peut également servir à créer de la tension, comme dans cette scène de Cube. En l'occurrence, je pense que ce moment est à opposer à la partie musicale. Je m'explique. À ce moment, Tomoya n'a pas encore saisi l'impact émotionnel qu'a laissé son abandon sur sa fille, ni à quel point elle l'aime. Ainsi, l'absence de musique est là pour marquer l'incompréhension du personnage, tout en renforçant au passage la sensation d'intimisme entre lui et sa fille. Et justement, c'est le moment de parler de la musique en elle-même. The Place Where Wishes Come True, et oui, mon accent est incroyable, est le nom du morceau qui accompagne la seconde partie. Il s'agit là de la musique qui est jouée dans la plupart des moments tristes de la série, ou tout du moins émotionnellement forts. ありがとうございました。ふうこ、楽しかったです。Je disais un peu plus tôt que, dans la première partie, le silence représentait l'incompréhension de Tomoya. Par opposition, la musique indique donc qu'il est parvenu à saisir la triste vérité. Dans toute la séquence dans le champ, il émane de la musique un profond sentiment de tristesse. On peut clairement ressentir tous les regrets que ressentent les personnages. Puis, quand on passe à la séquence dans le train, la musique devient plus le symbole du vide que représente la mort de Nagisa dans l'esprit de Tomoya et dans la vie d'Ushio. Dans les deux cas, la musique remplit son rôle en donnant aux deux scènes une atmosphère tendre mais déchirante. Et cela prouve à quel point Maeda sait manier les instruments pour transmettre des émotions. Il est fort le bougre. Ce morceau accompagne donc la scène à la perfection, même si j'aurais été curieux de voir ce que le morceau Shining in the Sky aurait donné à la place. Et avec tout ça, je n'ai pas parlé du jeu des comédiens de doublage, alors que bon, c'est tout de même par eux que passe le gros des émotions. Tout le reste peut être mené d'une main de maître, si le jeu des acteurs est à la ramasse, c'est tout l'édifice qui s'effondre. Ont-ils su relever le défi ? Eh bien pour faire court, ça suinte d'authenticité. Tomoya est interprété par Yuichi Nakamura, qui a interprété Gojo dans Jujutsu Kaisen, ou encore Tsukasa dans Dr. Stone. Oui, vous avez bien entendu. Son jeu est empli de regrets, et on le sent habité par le personnage. Lorsqu'il se répand en excuses, je ne doute pas un instant de la réalité de la scène. Ushio, quant à elle, est interprétée par Satomi Koorogi, à qui l'on doit la voix de Nina dans la première adaptation de Fullmetal Alchemist,
mais aussi de Pikachu et Togepi dans diverses adaptations de Pokémon. Elle donne à sa voix des intonations qui lui font vraiment ressembler à une petite fille, et elle réussit haut la main les pleurs, quelque chose de particulièrement dur à bien jouer. En somme, c'est un sans faute de la part du casting. ご苦労様でした、ともやくん。元気な赤ちゃんです。 Tous les éléments sont assemblés avec maestria pour que le spectateur ressente avec le plus d'efficacité possible toute l'étendue des émotions des personnages. De la mise en scène à la musique, en passant par la subtilité du symbolisme et du jeu d'acteur, la perfection avec laquelle cette scène a été pensée la rend instantanément mémorable et bien plus marquante que n'importe quelle autre scène dramatique, même en se cantonnant au catalogue de Maeda. Clannad aura brisé bien des cœurs, et je ne fais pas exception. Depuis, j'ai vu pas mal d'animés dramatiques, mais aucun d'entre eux ne m'a marqué autant que cette série, et cette séquence y est pour beaucoup. Je voulais donc lui rendre hommage en vous proposant cette analyse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner. Sur ce, je vous dis bonne journée et à bientôt.